Nous, ce qu'on entend par recyclage, c'est la transformation de la matière pour reformer quelque chose qui a de la valeur sur le marché. Recyclable ne veut pas forcément dire recycler. Je pense que nous, ce qu'on va vraiment viser avec le recyclage, on va dans un premier temps essayer de donner une valeur qui répond à une demande sur le marché. Aujourd'hui, quand tu dis environnement, les gens disent recyclage. Et donc, il y a un énorme travail de remettre ça un peu en perspective en disant, voilà, dans quel contexte s'inscrit le recyclage, voilà, quand est-ce qu'il est performant, quand est-ce qu'il est utile, à quoi il sert, pourquoi on le fait. Voilà, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses limites, quels sont les autres leviers qui permettent d'avoir des impacts qui sont parfois moins importants sur l'environnement. Bonjour à tous et bienvenue dans Bromine Matériaux, votre podcast Sciences, Matériaux et Développement Personnel propulsé par Alexandre Créative. Donc, comme toujours, dans ce podcast, on parle de matériaux. Et comment ne pas parler de matériaux sans parler de recyclage? Et pour cela, j'ai la chance d'accueillir un duo, un superbe duo. Et c'est la première fois dans le podcast Bromine Matériaux qu'on a cette configuration-là. Je vous présente Lise et Enzo de Monsieur Madame Recyclage ou Madame Monsieur Recyclage. Le débat est ouvert, mes chers amis. Comment allez-vous? Salut, ça va très bien. Bon, ça va, Lise? Ça va bien, ça va bien. Bon, merci en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans ce podcast. C'est super, c'est un énorme plaisir moi de vous avoir et notamment de pouvoir en fait discuter de la notion de recyclage dans les matériaux et comment on peut incorporer le recyclage dans les matériaux. Ça, c'est quelque chose on va discuter ensemble dans une partie de l'épisode. Mais avant tout, je vais vous demander de vous présenter, savoir d'où venez, qui êtes-vous et votre parcours. Quel a été votre baccalauréat, par exemple, pour savoir d'où on part. Ça peut être une bonne chose. Et je vous laisse. Et le temps de parole, vous gérez. Allez-y, je vous en prie. Ça marche. Tu veux remonter aussi loin parce que là, on en a pour une heure. Allez-y, On il va n'y a pas essayer de de problème, recommencer. je remonte comme vous le souhaitez. Alors, on est tous les deux diplômés d'une école d'ingénieurs qui s'appelle Polytech Paris-Saclay, qui est en fait Ouais, la composante ingénierie de l'Université Paris-Saclay, en banlieue parisienne. On a tous les deux fait un bac scientifique. Oui. Ouais, je sais même pas ce que tu as fait comme bac. Bah ça si, commence Avec d'abord, bien. mention, monsieur. Avec Ça mention, commence bien bien. sûr. avec mention, voilà. Ok, Là, j'avoue, je sais pas si t'as eu une mention. Avec mention, toi? moi j'ai eu mention. Ah, bon, ça va. Ah, c'est la base, la C'est pas mention. associé à n'importe qui. Et Oui, euh, voilà. Non, alors après, dans la partie plus un peu ingénierie, moi, c'est vraiment matériaux purs et oui. lise électronique et système embarqué. C'est intéressant de voir finalement que vous avez pris deux branches différentes pour arriver à ce qu'on appelle plutôt un ingénieur environnement, non? N'est-ce pas? Arrêtez-moi si je dis une bêtise, finalement, dans votre Je métier. saurais même pas comment nous appeler ou nous décrire. Il y a clairement eu une bifurcation, mais je pense que de manière globale, les études d'ingénieur, même si on a eu une spécialité, en tout cas les études d'ingénieur que nous on a réalisées, elles étaient vraiment polyvalentes. Je Mhm. pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut remercier au niveau de notre diplôme. Et on a appris de nombreuses bases dans de nombreux domaines et c'est ce qui nous a permis, je pense, de pouvoir à la fois bifurquer, mais aussi bien monter tout le projet de Madame et Monsieur Recyclage ou Monsieur et Madame Recyclage. Euh, Parce que en fait, on avait de nombreuses connaissances de base dans pas mal de domaines. Oui. Après, bien sûr, on a eu une spécialité, donc Enzo en matériaux, moi en électronique. L'électronique, moi, m'a servi pour la création de machines de recyclage, là où Enzo, les matériaux, dans le recyclage, il n'est pas parti si loin finalement. Ah, ça c'est sûr, effectivement. Parce que c'est une question que je vais vous poser après par la suite, quand on rentrera là-dedans. Finalement, l'intérêt de comprendre les matériaux dans le mécanisme de recyclage. C'est une question peut-être anodine, mais je pense qu'elle a tout son intérêt là-dedans. Je voulais savoir pourquoi la science. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la science finalement, à vous orienter? L'un ingénieur matériaux et l'autre ingénieur électronique. D'abord. Je pense que
il y a eu deux choses. Tout d'abord, le fait d'avoir des facilités à l'école, clairement. J'avais des facilités, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai mes parents qui m'ont plus ou moins poussé justement dans cette direction. J'ai pas spécialement l'esprit de compétition, donc je savais que je voulais absolument pas faire de prépa pure, parce que ça m'aurait pas plu. Du coup, dans un premier temps, je me suis dit, bon, bah, ok, on va vers des études polyvalentes scientifiques qui m'ouvriront le plus de portes pour pouvoir choisir plus tard, parce que je savais vraiment pas ce que j'avais envie de faire. Mhm. Quand on regarde un peu maintenant en arrière, déjà au moment du bac, en seconde, j'avais fait mon TPE dans l'environnement. En fait, j'avais prouvé que le climat était un patrimoine mondial de l'UNESCO. Si je regarde un peu en arrière et quand je discutais avec ma maman, j'ai fait peut-être une crise d'adolescence un peu tard parce qu'elle m'avait typiquement orientée vers des écoles pour devenir ingénieure en environnement. Et en fait, je disais non à tout ce qu'elle proposait. Il fallait que ça vienne de moi. Et c'est moi qui ai trouvé du coup l'école Polytech Paris-Saclay et du coup c'est moi qui ai décidé d'y aller. Et c'est pour ça que j'ai fini là-bas. Donc c'était à la fois un esprit de rébellion de l'âge adolescent et à la fois parce que j'avais des facilités et que je pouvais choisir un peu ce que j'avais envie. Ouais. Voilà. Enzo, je t'en prie, dis-nous. Ouais, je sais plus. Ça l'avait pas mal. Et je pense qu'il y a un peu comme Lise, un côté où bah, je suis pas très sûr de ce que je vais faire. Du coup, on m'a dit, bah, t'as qu'à faire des sciences comme ça, t'es tranquillou. J'ai fait, oui, d'accord, ok, je serai tranquillou. En fait, faire les sciences, c'était pas du tout tranquille. Ah, moi, j'étais un peu nul en, j'étais un peu nul en maths. J'étais un peu nul en maths. J'avais quelques facilités Moi aussi. mémorielles, etc. Voilà. Ça a été un peu dur, on va pas se mentir. En plus, je suis feignant, on va pas se mentir. Donc ça aussi, ça rajoute une petite couche de difficulté, mais ça a bien marché quand même. Et en fait, il y a un moment un peu décisif où je me suis dit, ah ouais, en fait, je vais continuer à faire ce que je fais, disons un peu maths, physique, chimie, etc. C'est que j'étais très orienté dessin, design, architecture. Et au début de l'école d'ingénieur, j'ai fait un stage dans une agence d'architecture. Et je me suis aperçu qu'en fait, les gars, ils dessinaient des trucs de fou, mais à chaque fois, il fallait faire revalider par un bureau d'études d'ingénierie structure. Et si le gars disait, bah là, t'es gentil, t'as mis une poutre, c'est de la merde, ça va pas tenir. Du coup, en fait, ton dessin, il servait à rien, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, bah en fait, moi, les gars, ils font beaucoup de paperasse administratif, ils font beaucoup de trucs qui ont l'air design, qui ont l'air cool. Et en fait, il n'y a aucune application concrète, procédé, mathématique derrière, parce que de toute façon, il n'y a pas les calculs qui sont faits à la base. Et donc, je vais quand même pousser un peu dans la science pour être capable de les faire, parce que sinon, en fait, ça sert un peu à rien, quoi. C'est clair. C'est clair. Du coup, je me dis, donc, quand tu me parles que t'es passionné de tout ce qui est en fait design, architecture, donc les infographies, c'est toi alors. Les infographies sur le site de Madame Monsieur Recyclage. Il y a un peu les deux, hein. Il y a un Il peu y a un les deux, peu les deux. mais ouais. Je me suis dit, la petite touche personnelle alors. Bah écoutez, ben, c'est top en fait, c'est top de voir vos parcours et de voir en fait d'où vous êtes parti et où vous êtes arrivé. Finalement, je trouve ça super intéressant. En- pour faire une rétrospective sur les anciens épisodes, donc les épisodes précédents, beaucoup de personnes m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit effectivement, ben, au début, je savais pas trop où aller. Et finalement, de monter en aiguille, ben, on est arrivé à faire de la science et de la recherche ou alors effectivement aller sur une thématique complètement différente. Moi, pour mon cas, j'étais chimiste et après, je me suis dit, un jour, j'ai regardé un ballon. Je me rappelle, c'était en stage. Et j'ai commencé à regarder un ballon. Et je vais dire, Mike, tu vas pas passer ta vie à regarder un ballon qui change de couleur. Attendre qu'il change de couleur, surtout. Du coup, je me suis dit, bon, la chimie, c'est plus pour moi. Et je me suis orienté finalement en matériaux. Et après, avec une découverte des matériaux polymères pendant un stage, avec d'ailleurs un épisode que j'ai tourné avec Sylvain Caillol. Si tu nous entends, Sylvain, je te fais un grand coucou. Parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert les matériaux polymères. C'était ma première interaction, c'était avec lui. Et après, à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est bon, les matériaux polymères, banco, c'est pour moi. Et du coup, c'est ça qui m'a fait évoluer et faire ce que je fais maintenant. Et donc voilà, c'était pour vous dire qu'effectivement, vous n'êtes pas seul, parce que tout le monde a eu ce procédé quasiment de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, bah c'est plutôt top. Alors, je vais vous inviter à rentrer un peu plus dans le vif du sujet, et notamment autour de votre thématique et de votre étude, l'entreprise Madame, Monsieur ou Monsieur, Madame Recyclage. Et voilà, dites-nous en plus. Qui prend la parole? Je pense, Alors déjà, je te coupe. Non, c'est monsieur, madame recyclage, ok? je pense que
avant de présenter le déroulé de comment on a atterri à créer Monsieur et Madame Recyclage est intéressant pour compléter sur la suite des études. En fait, donc à la suite des études, moi je suis partie en VIE en Allemagne, dans une société qui faisait de l'électronique et du système embarqué. C'est quoi un VIE? Un volontariat international à l'étranger. Et la première année, en fait, je l'ai fait à Francfort. Et l'entreprise m'a proposé en fait d'aller ouvrir les bureaux à Taipei. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en Asie, donc à Taïwan, parce que on s'était tous les deux dit qu'on avait envie de retourner en Asie, parce que pendant nos études, j'avais fait un an d'échange. Alors moi, c'était en Inde et Enzo était parti en Chine, en Espagne, mais tu étais parti en Chine pendant ton stage, c'est ça. Et je voulais retourner en Asie. Et du coup, quand ils nous ont proposé, ils m'ont proposé de partir à Taipei, on a décidé de partir. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est rentré dans le monde du recyclage derrière, parce que c'est à Taïwan qu'on a rencontré à Business France, le centre, comment ça s'appelle déjà? Je sais pas de quoi tu parles. Moi, c'est pas du tout ma vie pour le coup. C'est clair. Bon, c'est la jeunesse quand même. Je pense que c'est la jeunesse le du projet. bureau français, en fait, des Français à Taipei. Oui. Moi, j'avais un bureau là-bas et du coup, ils savaient qu'il y avait Enzo avec moi qui cherchait du boulot. Ils avaient le CV d'Enzo et un jour, ils sont venus, un ami à nous, du coup, est venu nous voir et nous a dit faut absolument que vous alliez voir cette entreprise, vu votre profil. Parce que ce qu'il faut noter quand même, c'est que sur le CV d'Enzo, il y avait écrit j'aime faire du trampoline et danser bourré. Pour pouvoir filtrer un petit peu les entreprises qui continuaient de lire le CV quand même, malgré qu'il y ait écrit ça tout en haut. Parce que c'est comme ça qu'on sait si on va fitter dans l'entreprise. Et il nous dit, il faut absolument que vous ayez voir cette entreprise, ça va trop matcher. En plus, ils ont un trampoline dans le garage, vous allez voir. Et effectivement, en fait, ça a été le cas. Enzo y est allé et m'a dit, c'est trop bien, il faut que tu viennes voir. Et j'y suis allée. Et moi, mon VIE se terminait 2 mois après, je crois. J'ai dit, bougez pas, j'arrive. Et je me suis même créé, en fait, un peu. J'ai dit, il vous manque ça, ça, ça. Est-ce que ça vous intéresse que je vienne le faire pour vous? Et je commençais 3 mois plus tard. Euh, et c'est vraiment comme ça, un peu par hasard, parce qu'il y a un ami à nous, qui a vu notre profil, qui a vu une entreprise, qui s'est dit, mais ça, c'est un match complet. Et effectivement, il avait raison, parce que ça a vraiment tout lancé, tout démarré. Et je sais pas si tu veux rajouter un truc par rapport à ça. Bah si, moi ils avaient démonté le trampoline, je me suis bien fait rouler dans la farine. C'est clair, c'est clair. Mais c'est super intéressant parce que c'est encore une opportunité. Et je refais encore une rétrospective sur les épisodes précédents. Tout le monde me parle d'opportunités, vraiment que ça leur arrivait comme ça. Il y a quelque chose qui s'est présenté à eux et finalement, de fil en aiguille, tout s'est construit derrière. Et je trouve ça incroyable parce que finalement, la vie, elle est remplie d'opportunités à saisir et c'est ultra top en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, non? Si tu veux parler d'opportunités à saisir, la suite du projet, en vrai, tout s'est aussi déroulé parce que ça faisait pas quoi, ça faisait 6 mois qu'on était là-bas. D'un coup, le boss rentre dans le bureau, fonce sur Enzo et lui dit Enzo, là, il y a Jackie Chan, il veut que je lui construise une machine de recyclage portable autonome en énergie en eau. Est-ce que tu peux me faire ça? Enzo avait le regard un peu vite, désespéré, mais il a répondu oui. Et 6 mois plus tard, il y avait la machine qui était. Et ça a été vraiment notre lancement. Parce que c'est aussi ça qui nous a fait prendre du recul vis-à-vis du recyclage. Bien sûr, tous les projets sur lesquels on a bossé en amont aussi, parce qu'on a du coup beaucoup fait d'architecture et de design à base de matériaux recyclés. Et c'est là qu'on a commencé à se développer un petit peu cet esprit critique vis-à-vis du recyclage. Et encore plus, en fait, avec tout l'aspect médiatique qui a été lié à ces machines qu'on a développées, qu'on a emmenées au Tibet. Il y a eu des reportages, de nombreux reportages, dont un reportage National Geographic, celui qui a fait le plus de bruit, parce qu'il y avait Jackie Chan dedans. Et là-bas, au milieu du Tibet, à 3000 mètres d'altitude, on s'est regardé et on s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on veut influencer par notre savoir-faire? Est-ce que faudrait pas qu'on aille plus loin? Parce que là, clairement, ça fonctionne pas, en fait. Le projet est trop cool, mais je vais prendre un pas en arrière et je vais rentrer chez moi et je vais me poser 2 secondes et je vais réfléchir à comment je peux faire mieux pour influencer dans la bonne direction. Voilà. Et ça, c'était la genèse de Monsieur et Madame Recyclage. À l'époque, on s'en rendait à peine compte, mais c'est venu après. Hmm. Mais ça a été vraiment le tout début de ce qui a fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui. J'allais dire, c'est une suite de mots que tu viens de me dire qui est tellement impactante que j'en ai les frissons. Que j'en ai les frissons, que j'en perds même la voix. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Ce que, en fait, la genèse, enfin, c'est incroyable. C'est incroyable.
C'est incroyable. Et Jackie Chan, il est venu comme ça, il t'a dit, je veux une machine. Bah, Incroyable, c'était pas à nous incroyable. directement, c'était à notre boss, du coup, parce que bah, c'était le petit milieu à Taïwan. Et en fait, la femme de Jackie Chan est taïwanaise, hein. Donc, après, les connexions, je ne les connais pas trop. Nous, on a eu une série d'opportunités qu'on a saisies, ça c'est clair. Et effectivement, il y avait Jackie Chan qui nous faisait des nouilles. Il est très gentil. Il parle un petit peu français. Il nous a cuisiné C'est top, des petits c'est plats top, dans sa c'est chambre top. d'hôtel. Mais oui, ça nous a, on a eu une super expérience et vraiment un superbe parcours à chaque fois qu'on se raconte les anecdotes, on se dit, mais Mhm. je suis pas sûre que c'est notre vie. Mais, mais, euh, euh, mais on a quand même bien tout remis en question et tout arrêté, hein, malgré le non-soutien des proches à certains moments, même s'ils nous ont toujours soutenus. Il y a eu des fois, ils disaient, mais vous êtes sûr là, il y a un virement à 360 à nouveau? Encore? Et oui, ouais, ouais, c'est assez impressionnant, mais c'est comme ça que ça s'est Bah, passé. C'est c'est top, bah, c'est top, beaucoup de c'est chance. top. Bah, c'est incroyable, hein, c'est top. Pas de mots. Voilà. Pas de mots, je trouve ça incroyable. Franchement, je trouve ça incroyable. Ça, du coup, donc du coup, finalement, de cette genèse, d'avoir mis en place votre entité qui essaye, qui finalement traite tous ces sujets de problématiques autour du recyclage. Donc finalement, et surtout, vous avez dit un truc qui est super intéressant, c'est finalement le buzz autour du recyclage. Et ça, j'aimerais qu'on en revienne. Mais avant ça, j'aimerais savoir finalement quels sont les enjeux globaux que vous traitez dans votre thématique au travers de Monsieur et Madame Recyclage. Je vais faire plaisir à Enzo pour cette fois-ci. Et après, je reviendrai à Madame, Madame Monsieur pour Lise après. Et donc, finalement, quels sont les enjeux que vous traitez et que peut-être, finalement, j'allais dire des concurrents, je ne sais pas s'il y a des concurrents de vous ou alors, je vais dire plutôt, j'aime pas cet aspect de concurrence, plutôt des gens, d'autres personnes du domaine, du secteur qui font peut-être comme vous. Quels sont les enjeux globaux que des entités comme vous traitent? En fait, il y a toujours le côté de dire comment je remets le recyclage dans une perspective de stratégie environnement. En disant, j'ai des activités économiques, industrielles, artisanales, peu importe. Ces activités-là ont un impact sur l'environnement. Quels sont les différents leviers qui me permettent de diminuer cet impact sur l'environnement, mon empreinte sur l'environnement en termes de quantité de matière, d'énergie, de rejet de gaz à effet de serre, par exemple, qui participent au réchauffement climatique, pollution plastique, évidemment. Euh, Ce qui est pas évident, c'est qu'en fait, à l'esprit du grand public, quand on dit, OK, c'est quoi voilà, s'il y a un truc, enfin, s'il y a un, deux trucs à faire pour l'environnement là maintenant, en fait, souvent, on va dire, OK, lutter contre la pollution plastique, au détriment même du réchauffement climatique parfois. C'est pas forcément qu'il faut prioriser les différentes pollutions, il y en a une qui est plus importante que l'autre, c'est juste de dire, OK, donc en fait, aujourd'hui, quand tu dis environnement, les gens disent recyclage, plastique. Et donc, il y a un énorme travail de remettre ça un peu en perspective en disant, voilà, dans quel contexte s'inscrit le recyclage, voilà, quand est-ce qu'il est performant, quand est-ce qu'il est utile, à quoi il sert, pourquoi on le fait, voilà, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses limites, quels sont les autres leviers qui permettent d'avoir des impacts qui sont parfois plus importants en termes enfin, enfin, moins importants sur l'environnement. Et ça, c'est un enjeu majeur pour nous parce qu'on a souvent affaire à des entreprises, des collectivités, des associations qui n'ont pas forcément ça à l'esprit. Le grand public, il n'a évidemment pas à l'esprit, mais bon, là, c'est plutôt normal. Donc, c'est un gros travail de vulgarisation à faire. Et on a énormément de concurrents. Dans les concurrents, ça va être tout ce qui va être entreprises, bureaux d'études qui se sont spécialisés dans tout ce qui va être strat environnement. Ce problème, il revient tout le temps, en fait. Il revient tout le temps de dire comment est-ce que je sensibilise mes clients à bien réfléchir à tous les leviers d'action qui sont possibles et pas être OK, recyclage, c'est cool, on fait du recyclage. En fait, moi, j'aime pas trop ce terme de concurrent parce que déjà, la part du gâteau est vraiment assez grosse pour qu'on travaille tous main dans la main. Je ne suis pas d'accord. Et on n'est jamais d'accord avec Enzo, c'est l'avantage. Et aussi, en fait, le côté où au final, nous, ce que je vois, moi, sur tous nos concurrents, c'est qu'on pourrait vraiment être, au final, un outil dans leur portfolio plutôt que de la concurrence. Parce qu'en fait, nous, à aucun moment, tu vois, quand on regarde tous les bureaux d'études qui se développent, qui sont des gros cabinets de conseil, en fait, à aucun moment, nous, on est des commerciaux et on veut développer un énorme business. Moi, tout le monde nous demande, mais quand est-ce que vous grossissez? Est-ce que vous embauchez? S'il vous plaît, embauchez. En fait, moi, j'ai pas envie de devenir dirigeante d'une boîte. Moi, j'adore ce que je fais.
je travaillerai bien volontiers main dans la main avec vous. En revanche, eux nous voient souvent comme justement un peu la concurrence pure et dure. En plus, on a énormément de place médiatique. Et c'est vrai qu'on on a une grosse communauté sur les réseaux à cause de ce qu'on a commencé. Mais moi, j'ai un peu du mal avec ça, surtout que, en plus, vraiment, la manière dont on fait du business, on a vraiment dû apprendre sur le tas, parce qu'on est vraiment des scientifiques, on n'est pas des personnes qui font du commerce, qui nous a sûrement manqué au début. Et puis même, le projet ne partait pas de ça, parce que le projet, à la base, c'était de partager nos connaissances sur les réseaux sociaux. Et on a développé le bureau d'études après coup, 2 ans après quand même, hein, 2 ans et demi, parce on a fini par se rendre compte que on n'arriverait pas, avec notre projet de partage de connaissances, à se dégager des salaires. Et on s'est dit, comment je peux faire pour me dégager des salaires, rester indépendant et continuer en fait cette vulgarisation. Et c'est là qu'on a créé le bureau d'études. Ouais, je trouve. Voilà. Ouais, ouais, Je Point. sais, Non, non, mais je trouve ça très intéressant parce que c'est une problématique bon, en toute transparence qu'on a également avec Alexandre Créative. C'est qu'on essaye de proposer aussi du contenu, notamment au travers du podcast. Et c'est vrai que c'est un souci de savoir comment se positionner pour effectivement répondre à ce que tu dis, Lise, là. C'est, c'est clair. Et je voudrais revenir finalement à ce que tu dis. Donc, je sais que tu n'aimes pas la notion de concurrence, mais tu m'as parlé également de. Donc, tu m'as parlé de comment être un outil finalement pour d'autres et comment d'autres peuvent être un outil pour vous. Donc, ça veut dire travailler en synergie. C'est ça que j'entends. C'est pas une notion de l'un domine l'autre, hein, c'est de la synergie que je parle. Quand on traite les grands axes de votre étude, donc qui est, comme l'a dit Enzo, ultra large finalement, tout ce que tu m'as cité, c'est ultra large, hein. D'ailleurs, j'aimerais bien après euh, qu'on en parle finalement, comment vous définissez le recyclage. Je vous fais une petite inception là, comment vous définissez le recyclage, et je termine ma question avant. Finalement, si on doit définir les axes du secteur, de ce secteur, autour du recyclage, bureau d'études, bureau de conseil, dans le développement de filiales, où vous vous situez? Si quelqu'un a besoin de faire appel à vous, où vous vous situez? Ou alors, quelle est votre plus-value par rapport à d'autres? Alors, peut-être que Enzo va pas être d'accord avec moi encore une fois. Je pense que là, cette dernière année, on a fini par réaliser que, et on n'est pas les seuls, que en fait, on faisait plus partie d'un axe à part. Vraiment, on va faire partie de la planification stratégique et on va venir créer une espèce de nouveau pôle, un peu comme l'a fait le ministère de la Transition. En fait, on se rend compte que c'est aussi des postes qu'on a créés dans des grands groupes, qu'on a aidé à créer et à développer dans des grands groupes avec lesquels on a travaillé. Et on a fini par mettre des personnes en position qui vont être en charge. Ça va pas être, ça va être un petit peu directeur recyclage, mais il va pas être que directeur recyclage. C'est directeur de la stratégie, de la planification, pour pas que ça parte dans tous les sens et pour pouvoir en fait avoir une espèce d'influence sur les autres branches, parce que si chaque branche commence à partir dans les questions, alors juste sur la question du recyclage, en fait, on va se retrouver avec des conflits d'intérêts en permanence, mais ça, c'est sur les questions environnementales. Si on n'a pas, en fait, une personne qui vous dit en haut, OK, vous pouvez y aller, vous allez dans cette direction-là, tout le monde part dans une direction qui est différente, parce que pour son domaine, il pense que c'est le bon, et si c'est pas planifié stratégiquement, on se retrouve, en fait, avec des projets qui n'aboutissent pas, ou des projets qui aboutissent, mais qui sont pas les bons. Et donc, pour nous, on a vraiment besoin de créer ce nouveau pôle. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que je vois que ces dernières années, on n'est pas les seuls à s'être aperçus de ça. Et que c'est des stratégies qui commencent à prendre un petit peu partout. Après, avec les personnes avec qui on travaille dans les boîtes, ça va vraiment dépendre. En fait, nous, on travaille surtout avec les personnes qui sont hyper engagées. Tu vois, on- bon, jusqu'à dernièrement, on démarchait pas non plus énormément de boîtes et de toute façon, on n'aime pas trop le faire parce que si les gens savent pas pourquoi font appel à nous et qu'ils viennent, nous, on va les démarcher pour des questions de recyclage, leurs notions et leurs connaissances sur le recyclage sont bien trop éloignées de la réalité pour comprendre de pourquoi ils ont besoin de nous. Donc, on a toujours travaillé en fait juste avec les personnes engagées dans les boîtes. Alors, bien sûr, plus ils sont à des directions élevées, plus c'est facile de dégager des budgets, de mettre en place les projets. Mais on a travaillé aussi bien à des lancements avec des stagiaires que avec des personnes aux directions de grands groupes. C'est vraiment en fonction de la personne qui a envie de porter ce projet dans l'entreprise et d'aller au bout. Parce que c'est souvent très très lourd de porter ces projets-là dans l'entreprise, ou même dans les collectivités, hein, parce qu'on travaille aussi bien avec les assos, les collectivités et les entreprises. Ce qu'on veut, c'est être terrain neutre, technique, justement, et
un chemin de croisement pour tous ces gens-là qui se tirent un peu dans la bourre en permanence dans l'espace public, et de dire, bah, nous, on n'a pas envie que le débat soit polarisé, on va venir remettre la technique au centre. Donc, c'est toute personne motivée et apporter un projet jusqu'au bout dans les entreprises et les associations et les collectivités. La technique au centre de la décision, ça c'est une belle phrase finalement. C'est un bon juge de paix. C'est un bon juge de paix de se positionner comme ça parce que c'est vrai qu'il y a des questions à se poser autour du recyclage. Et d'ailleurs, avant de vous poser cette question, je vais vous poser la question principale à mes yeux. C'est quoi le recyclage pour vous? Je le dirais pas, ok. C'est important. Alors, nous, ce qu'on entend par recyclage, c'est la transformation de la matière pour reformer quelque chose qui a de la valeur sur le marché. Je prends un plastique, je le fais fondre, je lui donne une nouvelle forme, je le resolidifie un peu, il garde cette nouvelle forme, j'ai un nouvel objet. Ça peut être un objet fini, une chaise, ça peut être enfin souvent même, on va chercher à faire des objets semi-finis, c'est-à-dire des biens comme des granulés plastiques qui sont une sorte qui est l'équivalent de la monnaie, mais dans l'industrie du plastique, quoi. Ça peut être des gros lingots d'aluminium, de la, des gros bobines jumbo de pâte de papier, carton recyclé, etc. Donc, à chaque fois, je prends des déchets, je les prépare. Enfin, en fait, il faut d'abord un peu les collecter, les trier, les préparer en vue du recyclage. Donc, préparer, ça peut être broyer, dépoussiérer. Si je recycle du carton et que j'ai des agrafes ou de la colle, bah, faut que je les enlève un peu, par exemple. Et ensuite, ce qu'on va appeler les régénérer. Et donc, les régénérer, là, c'est vraiment cette étape de je retransforme la matière en quelque chose qui a de la valeur. Donc souvent, je fais fondre verre, les métaux, le plastique, enfin une certaine catégorie de plastique, je vais fondre. Par exemple, la cellulose qui compose papier et carton brûle avant de fondre. Donc là, je trouve d'autres moyens. Je vais venir diluer dans l'eau pour faire une sorte de pâte un peu molle que je peux transformer, redonner une nouvelle forme, essorer pour resolidifier dans la forme finale. Je pense que nous, ce qu'on va vraiment viser avec le recyclage, c'est dans tous les projets qu'on développe, on va dans un premier temps essayer de donner une valeur qui répond en fait à une demande sur le marché qui est assez importante. Tu vois, nous, on a complètement banni les notions de upcycling et downcycling dans le recyclage. On parle en français, ça serait surcyclage ou sous-cyclage. Nous, on parle de recyclage en boucle fermée et boucle ouverte. L'un est pas mieux que l'autre. Ça dépend de la situation, ça dépend du projet. Et en fait, vraiment euh, regarder l'ensemble et avoir une approche systémique du problème pour ne pas venir en fait créer un nouveau problème en pensant résoudre un problème. Ouais, je comprends. Et je rebondis, Enzo, sur ce que tu dis. Tu vas parler, t'assumes parler là. T'assumes parler. Tu vas parler de matériaux, t'assumes parler. Effectivement, quand Enzo parlait de plastique, il y en a qui sont recyclables. On peut les faire fondre et d'autres non. Alors, je vous dis le gros mot, c'est la technologie soit des polymères thermoplastiques, que là, on est capable de les remettre en œuvre, soit la technologie des polymères thermodurcissables. Et là, vous êtes chocolat. Voilà, pour faire simple. Vous pouvez pas les remettre en œuvre. Du coup, je rebondis sur la notion de recyclage, encore une fois, et je voulais vous poser cette question. Est-ce que le recyclage, est-ce qu'il n'est pas vu comme un prétexte pour fermer des boucles de flux? Et que finalement, ce prétexte, il est poussé par un effet de lobbyiste, de gens qui veulent absolument proposer leurs produits, absolument dire, bah tiens, je veux recycler regardez mon produit, il est capable d'être recyclé à l'infini, tout ça. Et finalement, ça reste qu'une démarche commerciale avant même d'être une démarche humaine pour l'humanité. Alors, je pense que dans ta question, il y a plusieurs choses. Je vais rebondir à ce que tu as dit au début, c'est-à-dire que recyclable ne veut pas forcément dire recycler. Nous, tous les projets sur lesquels on travaille et on essaie de travailler, c'est des projets où en fait il y a une filière opérationnelle de gestion du déchet qui va pouvoir gérer le déchet en France ou en Europe en fonction du projet. Recyclable, ça veut tout et rien dire et c'est vraiment là que nous on s'en a aperçu au tout début, avant même de commencer Monsieur le recyclage, quand on a mis les pieds dedans, c'est que en fait avec l'architecture et le design, de rentrer par cette porte-là dans le recyclage, on était les rois du pétrole. On avait tout l'argent qu'on voulait, on recyclait ce qu'on voulait, on faisait mais tout, on recyclait tous nos emballages. On avait zéro souci. On avait tout là. Ça coûtait cher, hein, ça coûtait hyper cher. Mais par contre, on arrivait à le faire. Et du coup, là, c'est vraiment là où on se disait, mais mince, comment ça se fait que ce que j'entends
c'est vraiment différent de ce que je suis en train de faire. Parce que moi, si je le fais, je vois bien que les autres le font pas, en fait. Et que je peux le faire parce que j'ai cet argent de l'architecture et le design. Donc, clairement, dans nos déchets, c'est pas géré. Il est évident qu'à très grosse échelle industrielle sur des biens de commodité, c'est-à-dire des biens que tu produis en très grosse quantité avec des durées de vie parfois relativement courtes, comme de l'emballage par exemple, la fin de vie et les arguments que tu vas utiliser en fin de vie, comme le recyclage pour dire bah, regardez, mon produit il est vertueux écologiquement, c'est avant tout des arguments commerciaux pour justifier effectivement de dire on s'occupe un peu de la fin de vie, il n'y a pas de souci, vous pouvez consommer tranquillement. Et quand on regarde, en fait, une donnée qui est intéressante, c'est pas est-ce qu'il est recyclé, mais c'est plutôt à quel point est-ce qu'il intègre de la matière recyclée dans mon produit. Là, on s'aperçoit qu'on est vite parfois un peu déçu. C'est-à-dire que j'ai un tas de produits qui prétendent être recyclés, mais par contre, la matière recyclée qu'ils intègrent quand je l'achète est vraiment pas élevée, quoi. 2, 3, 5%, des fois 0%. Nous, c'est vraiment cette donnée-là qui nous intéresse. C'est-à-dire, j'achète tel gobelet en carton avec du plastique dedans. Est-ce que la pâte papier carton est recyclée? Est-ce que le plastique qui est à l'intérieur, il est recyclé? Avant même de dire je vais le consommer, je vais le jeter, il va falloir qu'il soit recyclé après. C'est est-ce que j'ai déjà de la matière recyclée dedans, quoi. Parce que pour qu'il y ait une offre et une demande, il faut que les gens l'utilisent, en fait, la matière recyclée. Donc, en fait, plus on augmente l'utilisation de matière recyclée, plus, en fait, on développe le recyclage. Oui, effectivement, oui. Ce retour, ça me donne envie de vous poser la question, notamment sur les notions d'ACV. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez, vous maîtrisez? Parce Alors, qu'on parle évidemment, en tant d'analyse que de bureau cycle de d'études vie. expert dans le recyclage, j'en maîtrise absolument tout, en particulier les ACV. En fait, déjà, on l'a dit au début, mais on n'est que deux. Et tiens, tout à l'heure, tu parlais de concurrents. Nous, on a trouvé pas mal de personnes avec qui, justement, ils ont la même mentalité que nous. Justement, toutes ces personnes qui nous ont demandé quand est-ce que vous embauchez, comment vous grandissez. Et en fait, on va travailler main dans la main avec ces gens-là. Et on va se dire, nous, on a notre expert ACV. Et en fait, on pourrait très bien les faire, les ACV. Moi, j'ai plus le temps. À un moment, j'ai plus le temps. Et du coup, je vais faire appel à mon expert ACV dès que j'ai besoin. Ça va nous arriver de faire des revues critiques parce que justement, les gens aiment bien ce côté critique qu'on a. Donc ça, on va le faire avec plaisir et on va faire des revues critiques d'ACV avec plaisir. Quand on nous demande des ACV, à part s'il y a vraiment une volonté que ça soit nous qui la faisions, on passera toujours par notre collègue avec qui on travaille main dans la main. Et donc là vient la question de comment est-ce que le recyclage s'insère dans cette histoire d'analyse de cycle de vie. En fait, il y a deux axes importants. Il y a, bon, évidemment, la fin de vie. En fait, les étapes de j'incinère du déchet, donc je brûle mes déchets, typiquement sur le réchauffement climatique qui va être, disons, calculé via l'émission de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone. J'ai un gros poste d'émission de gaz à effet de serre. Donc quand je brûle du déchet, j'émets plein de gaz à effet de serre. En recyclant, ça me permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre qu'il y aurait eu via de l'incinération, par exemple. Et pour des produits à courte durée de vie, comme des emballages, le gros poste d'émissions de gaz à effet de serre qui participe au réchauffement climatique, ça va être vraiment les étapes de production. Si je veux faire une barquette de jambon en plastique, toute la partie extraction de pétrole, raffinage du pétrole, transformation des huiles raffinées en monomère et en polymère, et donc en plastique à la fin, c'est vraiment, ça peut être jusqu'à 2 tiers de l'impact. Si je suis capable de sucrer ces parties-là en intégrant du déchet recyclé à la place d'aller extraire, raffiner, préparer de la matière qu'on appelle vierge en fait, vraiment je viens couper les émissions de gaz à effet de serre. Et donc j'ai cette partie où en le faisant recycler, j'évite les émissions qui sont liées à l'incinération. Et en l'intégrant à la matière recyclée dans le produit d'après, j'évite le gros des émissions qui sont liées à la production du bien. Extraction. Donc, dans l'analyse de cycle de vie, le recyclage a un énorme rôle à jouer. Ce qui est délicat, c'est que par contre, il ne pose pas la question de est-ce qu'il n'y a pas des changements systémiques un peu plus importants à faire, comme là, si on était dans la question des emballages, du réemploi. Et donc, au lieu de recycler, je vais juste laver, re-remplir. Et est-ce que ce truc-là n'a pas un impact encore plus, enfin, permet pas de réduire l'impact sur l'environnement de manière encore plus importante? Donc, ça, c'est quelque chose, voilà. Et enfin, pour terminer, dans la façon de faire ces calculs-là, il y a souvent des choses qui sont un peu faussées, qui sont mal faites. On parlait de recyclage boucle ouverte, boucle fermée. Dans l'ACV, on va faire des calculs, on va dire, bah, si mon produit il est recyclé, que je peux intégrer de la matière recyclée, je vais faire ce qu'on appelle des crédits de fin de vie.
Donc, je vais venir dire, bah, en fait, j'ai un quota carbone en moins dans mon produit parce qu'il sert à faire d'autres produits. Quand on est en boucle ouverte, et c'est souvent le cas, mon produit, une fois que je le recycle, sert à faire d'autres produits. Et donc, ces crédits de fin de vie, ils n'ont pas lieu de s'appliquer. Et ce qu'on voit dans les grosses ACV, c'est que souvent, on les dit, on les fait, alors qu'on est en boucle ouverte et qu'il n'y a aucune raison qu'on donne des crédits de fin de vie à des produits qui vont faire d'autres produits, juste en disant, bah, ils vont faire d'autres produits, donc on a un gain carbone, machin. Ça, c'est ultra faux. Et en fait, ça va vachement fausser toutes les analyses de ces cycles de vie qu'on voit. Et il y a beaucoup de décisions politiques importantes en ce moment. On va pousser des analyses de cycle de vie au niveau industriel. Et quand on regarde dans les petits détails, il y a plein de petites hypothèses pas terribles sur le recyclage qu'il faudrait vraiment casser une bonne fois pour toutes pour arrêter de prendre des décisions un peu erronées. C'est vraiment rigolo parce que c'est un sujet on voulait traiter en vidéo il y a 4 ans maintenant. On l'a Ouais, toujours pas fait ouais, parce toujours pas fait. on n'arrive pas à trouver le temps ni le budget. Mais c'est vraiment ce sujet-là, c'était le deuxième qu'on voulait traiter. Après, on a traité d'autres sujets en parallèle parce que ça allait plus vite. La question de la CV, un de ces jours, on finira par sortir une vidéo. Je pense que j'ai envie de repréciser un truc parce que pour les personnes qui nous écoutent, ça sera peut-être pas forcément évident. À travers le bureau d'études, on ne fait pas que de l'emballage. On va beaucoup ramener ça aux emballages parce que, en fait, même, on est très connu pour ça sur les réseaux, de parler d'emballage parce que en fait, ça parle à tout le monde. C'est très grand public. On a tous des emballages chez soi, chez toi aussi. En fait, on en a tous dans notre quotidien et on a tous le bac multimatériaux dans le quotidien, bac souvent jaune ou bleu en fonction de la région. Et du coup, ça nous parle. Mais nous, quand on parle après au niveau bureau d'études de recyclage, c'est vraiment des projets plus globaux. Et au final, ce qui est très rigolo, c'est que les projets dans l'emballage, on en a quelques-uns, mais on va souvent être sur des projets au final de réemploi aussi. Et on nous demande souvent quand est-ce que, en plus de Madame et Monsieur Recyclage, Monsieur et Madame Recyclage, quand est-ce qu'on va rajouter recyclage et réemploi. Alors là, ça devient un peu trop compliqué. Va falloir qu'on change complètement de nom d'entité et qu'on recrée quelque chose, je crois. Oui, je comprends, je comprends. Euh, mais voilà, je voulais repréciser pour les personnes qui nous écoutent. Non, mais c'est très intéressant, notamment pour rebondir sur les notions d'ACV. Et je vais faire appel à ma mémoire sur un épisode que j'ai eu plaisir de tourner avec Manon, qui est une doctorante qui est au Danemark et qui traite en fait ces sujets d'ACV sur la gestion des déchets plastiques. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de discuter avec elle. C'est l'épisode 4, hein, pour vous le situer dans la temporalité des épisodes du podcast Drobia Matériaux. Et on a eu des discussions. Moi, en fait, j'avais une vision de l'ACV. Moi, en tant que spécialiste des matériaux, pour moi, l'ACV, c'est une aide à la décision. De base, hein. De base, dans ma réflexion, c'est une aide à la décision. Pourquoi? Parce que ça me permet déjà, avec des éléments qu'on me communique, je peux déjà peut-être avoir une notion de conception ou d'éco-conception, je ne sais pas si je me risque à dire ce mot, pour pouvoir en fait développer un matériau qui va déjà incorporer, si vous voulez, un bouton d'autodestruction. C'est un peu comme ça que je vois, moi, une notion. C'est-à-dire un bouton qui me permet de faire ou du recyclage ou du réemploi. Voilà. C'est déjà intégré par rapport aux caractéristiques physico-chimiques de la matière. Et donc, pour revenir à la discussion que j'ai eue avec Manon, Manon me parlait qu'effectivement, et ça, je suis sûr que vous le savez, que les plastiques à la base n'ont pas été faits pour être recyclés. C'était vraiment un matériau, au début, c'était économiquement moins cher que le verre, donc il fallait produire du plastique pour faire des bouteilles en plastique pour vendre. Et la fin de vie, on se la met dans la poche. On va dire ça comme ça. Et du coup, elle, ce qu'elle développe au travers de sa thèse, c'était de développer finalement, d'avoir une liaison entre comprendre les matériaux. On a des matériaux à l'heure actuelle, c'est un fait. On a des déchets, c'est un fait. Donc c'est intéressant de les comprendre pour voir si ces déchets à l'heure actuelle, qui existent, plastique, parce que c'était son domaine d'étude, sont en capacité d'être recyclés. Et après, on est arrivé sur cette notion de dire, il faut faire attention avec l'ACV. Et là, je rebondis sur ce que tu dis, Lise, et toi, Enzo, sur la notion de dire que quand on communique des ACV au grand public, sans avoir finalement de recul sur vraiment toutes les étapes qui ont été faites, on peut dire n'importe quoi. Et on peut même aller vraiment vers des aberrations en termes de résultats. Et c'est exactement ce que vous dites. Et après, Ça, on l'a vu, hein. les politiques peuvent Tu s'en peux le voir, emparer. hein. Voilà, exactement. Il y a des exemples dans l'emballage, il y a vraiment des exemples concrets d'ACV qui sont complètement bidons, Tous les qui jours, circulent, qui tous les circulent, jours. mais tous les jours, enfin, qui nous font tomber de notre chaise à Ah, chaque fois. par exemple, Mais après, c'est pas qu'une question d'ACV. Nous, ce qu'on s'est aussi aperçu et ce qu'on essaie de faire en permanence,
c'est tous les articles de recherche aussi. En fait, la première chose, je pense que dans le monde universitaire, ça les gens s'en rendent bien compte, c'est de regarder qui a payé et d'essayer de comprendre pourquoi il a payé. Et nous, les hypothèses, à chaque fois qu'on lit des articles scientifiques, c'est vraiment notre petit jeu perso, c'est je lis les hypothèses, j'essaie de deviner qui a payé et pourquoi il a payé. Et en fait, en général, franchement, 99% du temps, on est dans le juste. Parce que en fonction de là où tu veux aller, tu vas pas poser les mêmes hypothèses, en fait. Et en fonction de la conclusion que tu as envie d'en tirer, et ce que je comprends aussi, parce que c'est des questions financières, c'est-à-dire que si je mets de l'argent sur la table, bien sûr que j'ai envie d'entendre ce que j'ai envie d'entendre. Donc on est un peu sur un serpent qui se mord la queue, et c'est pour ça que nous, vraiment, tout notre travail, on va essayer de recouper plein d'études, et de jamais se baser sur une seule étude, et de se dire, OK, là, il y a plein d'études, où est le juste milieu? Comment on peut remettre la balle au centre? Oui, tout à fait. Les notions de De couper lobbyisme, en tous les fait. deux. Les notions de lobbyisme, hein, c'est vraiment de créer du lobbyisme au travers de son matériau qu'on développe, parce il faut le rentabiliser. C'est clair, ça, c'est clair que c'est des notions qui sont. Et je pense que ça va même peut-être plus loin que ça, parce que c'est pas que au niveau du matériau. Je pense que tu l'as bien dit au début, c'est vraiment prendre du recul sur le travail qu'on fait. Euh, et c'est pas toujours facile, hein. Nous-mêmes, quand on était avec le Trash Presso et qu'on des fois on se prenait des critiques, on était un peu vexé quand même. Tu as construit un gros bébé en 6 mois, tu avais une super machine, tout le monde est en train de t'envoyer des fleurs à droite à gauche parce que soi-disant tu as sauvé la planète. L'étape de prise de recul et de se dire, ok, bon, ce que j'ai fait, c'est peut-être cool, mais là, en fait, ça va pas du tout, est pas facile. Et nous, on le rencontre dans pas mal d'entreprises, parce que comme on dénonce, enfin, dénoncer est un grand mot, mais comme on expose pas mal de trucs sur les réseaux sociaux, on se retrouve confronté à des personnes en position dans des entreprises qui défendent corps et âme leur entreprise, comme si c'était eux qui l'avaient créée. Et ce que je comprends, mais en fait, tu es quand même ingénieur ou chercheur, arrête-toi 2 secondes, prends un peu de recul et dis-toi, ok, peut-être que faudrait que je repose un peu, je me remette un peu en question et je suis pas obligée de jurer corps et âme sur mon entreprise. Et en fait, même nous, des fois, on fait des erreurs et c'est pas grave, on peut l'admettre. Moi, je referai pas, si peut-être que je le referai quand même parce que les erreurs nous font apprendre, mais d'avoir cette prise de recul, mais que ça soit vraiment global. Et pour moi, c'est pas qu'une question de matériaux, même si bien sûr les matériaux sont le centre de l'émission, donc on peut Le se centre de la refocaliser, vie. le centre de la vie, on peut se refocaliser là-dessus. C'est bien dit, Enzo, c'est ça, c'est au centre de la vie, les matériaux. C'est bien dit, c'est bien dit. Et je refais un petit rebobinage parce qu'on a parlé de plastique. Et j'ai tendance à demander à chaque fois, comme. Et je dis coucou à Étienne qui nous avait fait un petit speech là-dessus, où il nous a dit qu'effectivement, la définition du mot plastique, il y en a 17, selon un organisme qui s'appelle le Ciel. Et vous, votre définition du plastique, quelle est-elle? En vrai, nous, on aime bien garder la définition la plus simple possible, qui est pas si simple du coup dans son application. De dire bah on prend un ou des polymères et un ou des additifs. Donc les additifs, le plus simple à comprendre, c'est évidemment le colorant. Je veux un peu de violet, j'ai un bout de plastique violet, ok cool. On dit toujours un ou des polymères parce que quand bien même dans l'emballage, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a un tas de plastiques où j'ai des C'est mélanges de formulé, polymères, tout c'est à fait, formulé, etc. tout à fait. Voilà. Là où ça bloque un peu, si on garde juste cette définition qui est très très simple, c'est que dans ce cas-là, je sais pas, je prends de la farine, je mets un peu d'eau, un peu de vinaigre, puis je peux appeler ça plastique, quoi. Parce que dans ma farine, j'ai de l'amidon dilué dans l'eau, ça me fait une formulation, un peu de vinaigre, c'est comme un anti-bactériologique, machin, je sais pas quoi. Enfin bref, tu vois, ça me fait une sorte de colle. Mon gâteau, c'est du Mon plastique. gâteau au chocolat, c'est du plastique, quoi. C'est ça qui est Donc, super intéressant dans la définition. Ouais. Ouais. Donc là, c'est pas mal de pouvoir rajouter, quand bien même en termes de sciences des matériaux, c'est un peu bizarre comme définition de dire ce qui serait pas forcément chimiquement modifié ou retransformé par l'homme, en disant bah, en Ouais. fait finalement le bois de l'arbre, je vais pas appeler ça plastique, même si c'est des polymères, des copolymères machin. Mon gâteau au chocolat, je vais pas appeler ça plastique, etc. Je vais vraiment appeler ça plastique quand j'ai fait des transformations chimiques dans le but d'obtenir un matériau avec des propriétés bien précises. Ouais, c'est exactement. Mais je suis content parce que je rejoins la même définition que toi. Moi, la définition du mot plastique, pour moi, c'est la notion effectivement de créer un polymère formulé. Donc, plusieurs types de polymères si on souhaite. Quelle est la notion où ce polymère, il est ou synthétique ou artificiel, ou alors il est naturel, auquel cas comme la cellulose, mais à ce moment-là, tu ajoutes des additifs qui sont eux artificiels ou synthétiques, qui créent finalement une nouvelle matière
Et c'est cette définition et cette formulation-là que j'ai définie comme plastique. Donc, je suis content, on a la même définition. Et en fait, ça, c'est relativement bien repris au niveau de l'Union européenne par le règlement REACH et la Single Use Plastic Directive. Ce qui tombe bien, c'est qu'on s'en sort un peu. Là, on s'en sort moins bien, c'est que il y a des exceptions. Donc, par exemple, tout ce qui va être silicone, ça sort, alors qu'on est sur des polymères additivés. Oui, tout à fait. Tout ce qui va être Adhésif et colle. adhésif, colle, encre, ça sort, alors qu'on a souvent des formulations à base de polymères. Ah oui, quand même. Et donc là, ça pose un problème, surtout dès qu'on veut valider l'aptitude au contact alimentaire des emballages. Par exemple, donc j'ai un emballage, il est en contact direct avec la nourriture. J'ai plus besoin de valider quand j'ai des silicones, quand j'ai des encres, quand j'ai des additifs. Donc il y a des producteurs qui vont dire, bah, j'ai qu'à dire que le plastique que j'utilise, c'est un adhésif. Mais c'est même ce qui a été Et énormément je fait. vends un truc sans plastique. En Et tu fait, dis, bah, ça marche pas comme ça parce que si tu mets une grosse couche d'adhésif, comme tu aurais mis une grosse couche de plastique, c'est un peu triché d'appeler ça adhésif en ce sens que tu l'utilises pas exclusivement pour des fonctions de collage, de thermocellage, aussi pour des fonctions barrières, aux graisses, à l'eau, etc. Et du coup, c'est triché de dire juste, bah, c'est un adhésif, ça sort du cadre plastique. c'est vrai que là, c'est un peu notre gros bif en ce moment, parce qu'on a sorti un dossier carton assez gros de 100 pages là, cette dernière semaine, avec l'industrie du carton. Parce que du coup, bah, comme le plastique a mauvaise presse, beaucoup de gens se tournent vers le carton en pensant qu'il n'y a pas, à tort, en fait, qu'il n'y a pas de plastique à l'intérieur. Pour avoir quand même bien creusé toutes les solutions en carton qui s'offrent à nous pour le contact alimentaire Direct. direct, on se retrouve dans la plupart des cas avec du plastique. Et vraiment, la notion de jouer sur les mots, donc c'est pas du plastique, c'est de la colle, c'est de l'adhésif, c'est tous les jours, en permanence sur LinkedIn, pas que sur LinkedIn, partout. En fait, nous, on est un peu... bah, c'est à ça que le dossier qu'on a sorti sert, c'est-à-dire à remettre la technique au centre en disant, bah, moi, j'ai pas envie de me battre corps et ongles à un moment. Je t'ai dit 10 fois que l'adhésif, c'était du plastique. Tu veux pas l'entendre, je peux... Enfin, parce que je comprends, parce que ça va nuire à des business. Hein, donc, mais c'est vrai que même, on le voit, certains fournisseurs ont même changé leur manière de communiquer, parce que déjà, il y a 3 ans, on leur disait, bah ok, tu dis qu'il n'y a pas de plastique dans tes gobelets, c'est quand même un peu dur, parce que du coup, il y a de la colle, il y a des encres, tout ça. Puis ils ont fini par admettre qu'effectivement, c'était du plastique, et du coup, maintenant, ils disent sans film plastique. Mais par contre, la colle, et les encres et les adhésifs, toujours pas, quoi. En fait, c'est un vernis, c'est pas un film, ok, mais Parce c'est que du sinon, en fait, ils plastique. ne seraient pas capables d'être contact alimentaire, donc Ben oui, ben je oui. pense que Ouais, non, mais euh, c'est clair. là, je prends jamais le temps, de toute façon. Non, mais c'est clair que c'est incroyable. Là, je suis tombé de nu. C'est vrai que c'est clair, jouer sur les mots comme ça, c'est incroyable, je trouve. Parce que c'est vrai que la technologie des polymères, et après finalement qui a donné lieu à ces formulations pour obtenir du plastique, c'est une technologie qui a révolutionné le monde. Le plastique, l'âge du plastique, il a révolutionné le monde. Enfin, c'est ce qui nous permet de pouvoir conserver la nourriture, de pouvoir en fait se soigner, de pouvoir... Bon, tout ça, c'est incroyable. Mais je remarque, et effectivement, vous l'avez souligné, et moi j'appuie encore dessus, donc j'appuie encore sur ce que vous avez souligné, qu'il y a vraiment une vraie méconnaissance des plastiques. Et, hum, et notamment les déchets qui peuvent être issus de ces plastiques. J'avais entendu un podcast que je félicite, un podcast de l'université de Pau. Alors je n'ai plus le nom de la personne qui avait parlé de la notion des microplastiques et des nanoplastiques. Et quelque chose qui m'avait assez surpris, c'était, elle avait donné un cas, parce que on pense beaucoup, oui, les bouteilles qui sont jetées dans la nature, des trucs comme ça. Donc ça, c'est clair, c'est de la pollution plastique. Mais elle disait, si pardon, vous avez le jouet de votre enfant, qui est une bicyclette en plastique, ok, vous la laissez dans votre jardin. Donc techniquement, elle n'est pas jetée, elle est dans le jardin. Mais à force d'avoir du vieillissement physique, dû finalement à l'ultraviolet du soleil, on arrive en temps à un polymère, quand il y a du vieillissement physique, on tend à un polymère qui est beaucoup plus rigide, donc friable. Et finalement, il part en poussière à un moment où l'eau tombe et lave finalement le matériau. Et là, à ce moment-là, on a aussi de la pollution plastique. Mais peu de personnes s'en posent la question. Beaucoup de personnes vont dire, bah, la pollution plastique, c'est simplement ma bouteille d'eau que je jette partout. Mais le jouet que vous laissez également dormir d'or et que vous en prenez pas et que c'est un jouet en plastique, lui aussi contribue à la pollution.
Et ça rentre aussi dans la méconnaissance du matériau. Et je trouve que c'est pour ça que mon préambule, c'était vraiment de dire qu'en 2024, c'est important de pouvoir comprendre les matériaux et d'avoir vraiment cette notion de pollution, tout ça, parce que ça doit rentrer dans la culture générale. Si on rentre pas les matériaux, la compréhension de la matière dans la culture générale des gens, au même titre que la géographie, je veux dire, ben finalement, on ne peut plus parler. Les gens ne comprendront pas le mot recyclage, ne comprendront pas le mot réutilisation, ne comprendront pas peut-être pourquoi dans un, dans un moment, c'est mieux peut-être vous savez, de réutiliser, par exemple, de laver des bouteilles, et dans un moment, c'est mieux peut-être de créer un matériau unique et de le recycler. Ils ne comprendraient pas ces différences. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai un très bon exemple encore plus facile pour toi. Nous, l'exemple qu'on aimerait bien prendre et qui parle vraiment à tout le monde, ça va être l'éponge. Il y a plein de gens qui ne savent pas, mais il y a une grosse partie des éponges qui sont en plastique. Et en fait, quand tu fais de la vaisselle et que tu finis par jeter ton éponge avant même qu'elle soit jetée, c'est parce qu'elle est trouée, c'est parce qu'elle est abîmée, parce qu'elle est usée. Et en fait, là, c'est très parlant parce que ça part direct dans l'eau. Tu es en train de faire ta vaisselle, ça part dans l'eau. C'est pareil avec tes chaussures, avec tes pneus. Tu utilises tes chaussures, au bout d'un moment, tu les jettes parce que tes semelles, elles ont fini par être trouées. Ouais. Ou parce qu'il y a une partie du peu. Et ça, nous, c'est quelque chose qu'on dit souvent. Tu ouvres un paquet de chips, il y a des particules micro et nanoplastiques qui vont se répandre. Tu Oui. tires une chaise au sol, il y en a. En fait, Dès qu'il y La a de la- pollution des pneus. il y a de la- Je reviens sur la pollution des pneus. Et ça, c'est effectivement dans un podcast avec Étienne qu'on en a parlé, où il parlait qu'effectivement, entre la différence d'un pneu neuf et d'un pneu usé, il y a 2 kilos, si je dis pas de bêtises, 2 kilos qui part en micro ou nanoparticules, mais dans l'atmosphère. Les freins à disque aussi, qui sont en thermodurcissables. Et effectivement, voilà, je complète ce que tu dis, Lise, hein, tout simplement, et j'appuie encore dessus. Pour moi, ça fait partie de la culture générale qu'on devrait en fait assimiler pour éviter de faire des erreurs. Et c'est pour ça que je dis que c'est juste une méconnaissance. Et c'est super important de vulgariser, et notamment, vous le faites très bien avec Madame et Monsieur Recyclage, c'est côté de Lise cette fois-ci, où vous faites bien, parce qu'avec vos infographies, moi j'ai vu des infographies qui est passé de ce que vous avez créé, qui sont ultra intéressantes. Bon, pour moi, après, peut-être que c'est facile pour moi, parce que aussi je suis du domaine, donc je percute très vite sur ce que vous dites. Les matériaux que vous utilisez, je percute. Je me dis, oui, celui-là il est intéressant, celui-là il est pas intéressant, pourquoi il est pas recyclable? Enfin, je percute rapidement, et c'est vrai que voilà, les infographies, notamment sur des emballages, enfin, je trouve ça incroyable quand je vois les encres, je vois pas recyclé, le film pas recyclé. Je dis, mais il y a quoi de recyclable dedans? Et je me dis, je reste bête, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils recyclent? Ben, je vais finir par les prendre et les thermoformer et les mettre dans mes sièges de mes motos. Et au moins, comme ça, ils seront recyclés et ils auront une belle vie. Parce que normalement, ça, c'est pas censé être détruit. Donc, du coup, voilà, je pense que je vais faire comme ça. Vous me les enverrez, les emballages. Vous ne pouvez pas recycler. Non, ben, c'est incroyable, c'est super intéressant. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire de plus. Je voulais passer à un autre pan du podcast. Je pense que je suis pas sûre que ce soit parce que tes matériaux. Nous, ce qu'on s'aperçoit, parce qu'on nous dit souvent, non, mais le consommateur, il a pas envie de savoir, ça l'intéresse pas. Et en fait, nous, ce qu'on s'aperçoit quand même, parce que, bon, on n'a pas non plus une communauté à 1 million de followers, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a une communauté qui a dépassé plus de 30 000 personnes, qui grandit de jour en jour. Et c'est des gens, c'est monsieur et madame tout le monde. Alors, pas sur LinkedIn, parce que sur LinkedIn, forcément, on a une Oui, je communauté comprends. plus dans le domaine, mais sur Facebook, sur Instagram. Nous aussi, on pensait que nos infographies, elles intéresseraient personne. Nos premières vidéos, on s'est dit, en vrai, la première vidéo, on l'a fait parce que c'est nos amis qui nous ont dit de la faire en rigolant en soirée. Et on s'est dit, oh, on l'a fait pour rigoler sur PowerPoint en filmant mon écran. On savait absolument, franchement, même le son, une catastrophe. Et en fait, tout de suite, ça a pris, il y a eu des milliers de vues. Donc les gens, en fait, ont envie de savoir, ont envie de comprendre. Et faut pas penser que la personne lambda est bête. En fait, ils arrivent très bien à comprendre, même des choses un petit peu complexes, Alors, je suis d'accord avec avec toi. un petit peu de vulgarisation. À ma défense, je n'ai pas dit que les gens étaient bêtes. Non, non, À non, ma c'est pas du défense, tout ce que tu et au as dit, hein. contraire, ce que je défends comme paroisse, c'est que je défends vraiment la notion de culture générale dans les matériaux. Vraiment, ça, je la défends par contre. Parce que pour moi, la culture générale des matériaux, c'est vraiment comme ta géographie. Je sais pas, tu connais ta géographie un petit peu au minimum. Tu sais où il est Paris. Enfin, tu sais où elle est la capitale de ton pays. Enfin, donc pour moi, connaître. Ah, ok. Bon, Je suis mais, désolée, mais la géographie, c'est pas le bon exemple parce que s'il y a un endroit où je pêche, c'est en géographie. Non, mais bon, blague à part, mais ce que je voulais dire, c'était que au minimum, quand même, avoir une culture générale, parce que je pense que si les gens feront attention finalement à certaines petites choses, je pense qu'on sera dans la réduction. Ça se verra pas parce que c'est pas médiatisé. Bien sûr que ça se verra pas. Mais au fond,
Si tout le monde fait ces petits gestes, ben, je pense qu'on peut avoir un bon avenir pour notre planète. Enfin, la planète qu'on loue à nos enfants. Voilà, c'est un peu ma conception. Bah, surtout dans le sens où dans des prises de décision, tu as des gens qui seront plus avertis. Enfin, nous, c'est un peu ce qui nous concerne le plus aujourd'hui, c'est de dire, en fait, des gens au niveau des institutions de l'Union européenne, des gens au niveau des institutions françaises, parce qu'ils n'ont pas cette culture matériaux, quand on va leur demander de prendre des décisions sur le plastique, le recyclage, la gestion du déchet, ils peuvent pas avoir la vue complète à 360. Enfin, en vrai, sur des sujets techniques, de toute façon, personne ne peut jamais l'avoir. C'est toujours compliqué. Mais si tu n'as pas un minimum, forcément, tu peux pas prendre de bonnes décisions. Mais là, il y a vraiment un problème parce que du coup, ça veut dire que le premier industriel qui vient avec une ambition de vraiment défendre son business, peu importe à quel point ça peut être polluant ou pas, en disant je veux zéro truc qui change dans la loi, te balance deux, trois arguments clés, tu es incapable de les décrypter, de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et du coup, tu dis, bah ouais, en fait, il n'y a pas de problème. Pourquoi on m'emmerde? Pourquoi les assos m'emmerdent, en fait? Et ça me fait penser qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas reprécisé aussi, c'est que on a souvent cette image d'un recycleur un peu global. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein d'acteurs du recyclage dans la chaîne du recyclage. Et en fait, nous, ce qu'on associe comme recyclage, comme recycleur, au final, ça va plutôt être des gens qui vont faire de la gestion du déchet, donc la collecte et du tri, et qui n'ont aucune connaissance matériaux. Ça commence un peu à changer ces dernières années, mais c'est aussi normal, c'est pas leur métier. Et en fait, c'est hyper drôle parce que quand on a commencé le bureau d'études, ce qu'on s'apercevait qu'on faisait, c'était de la traduction, en fait, avec le monde du déchet et le monde du plastique. Et en fait, on faisait les connexions parce que c'est les gens qui gèrent le déchet n'ont pas de connaissances poussées, De, approfondies, de de doctorat en doctorat en polymère, plastique, par quoi. exemple. Et Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement ce que je pense avec la notion de savoir et de savoir-faire. Parce que pour moi, la notion de savoir, c'est les gens du plastique. Donc les gens qui ont un doctorat en polymère. Mais, et la notion de savoir-faire, c'est les faiseurs, ceux qui savent faire le recyclage. Tu vois, ils ont peut-être aucune connaissance matériaux, mais les mecs, ils savent recycler, ils savent faire, ils savent faire. Tu leur mets devant un truc, ils vont savoir le faire. Mais ils n'ont pas de retour d'expérience de la matière qui finalement vont peut-être les empêcher d'avoir une erreur, ou peut-être leur aider à définir un matériau idéal, ou un emballage idéal, je ne sais pas, j'épilogue. Mais je pense que c'est vraiment cette connexion, le savoir et le savoir-faire, et c'est vraiment le verrou qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup prêché les gens qui sont, entre guillemets, toi t'es bon, ta tête, toi t'es bon de la tête et toi t'es bon des mains, quoi. Tu vois? Mais c'est pas vrai. C'est la connexion, c'est la synergie qui va créer finalement quelque chose. Donc, je pense que tu as complètement raison et que en fait, c'est aussi pour ça qu'on a pris la place qu'on a prise sans même le vouloir. C'est qu'en fait, on connectait ces deux mondes sans faire exprès. Mais que ça va dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre, hein, parce que nous, on avait affaire, et alors pas que des universitaires, hein, mais des gens dans le plastique pur et dur, et qui comprenaient pas ce qu'on disait sur la gestion du déchet. Et on leur disait, mais les gars, ça se passe pas comme ça. Ok, sur le papier, c'est trop bien. C'est vraiment la différence entre la théorie et la pratique. Et c'est vrai que pour des personnes qui sont derrière en train de décrire la théorie en permanence, au début, ils n'entendaient pas du tout notre discours. Ils disaient, mais ce que tu racontes, c'est faux, moi je peux faire ça. Bah oui, c'est trop cool, moi aussi je peux le faire. Donne-moi 1 million d'euros. Dans la gestion du déchet, ça se passe pas comme ça. Et je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose parce que, enfin, pour la manière dont je le vois, c'est un peu pour ça que, au final, ça s'est développé, ça marche. Et parce que pourquoi les gens sont intéressés? Parce qu'on est capable de créer ce pont entre les deux et qu'on s'est retrouvé là un peu par hasard, sans faire exprès, un bon matin en prenant un café. mais effectivement, ouais, je partage vraiment cette opinion avec toi hein, sur ça. Et c'est la notion même, par exemple, là, je fais un petit parallèle par rapport à Alexandre Créative, ce qu'on fait nous, c'est aussi cette notion qu'on veut faire. Et c'est la notion qu'on a avec le podcast. C'est que Alexandre Créative est sur une gestion de savoir-faire, puisque il demande clairement, pour faire ce qu'on fait, on peut le faire sans connaissance matériaux. Surtout le métal. Le métal, c'est un matériau, ce que je qualifie un peu noble, c'est-à-dire qu'il a été travaillé depuis la nuit des temps par l'homme. On comprend très vite le façonnement du fer, que c'est plus difficile de façonner un polymère ou de façonner un plastique. Parce que cette notion de température, tu vois, ça parle moins que le métal. Ben, un exemple, les forgerons, depuis quand ils façonnent le fer? Voilà, c'était des petits exemples. Je vais me permettre de rebondir sur ça Oui, je parce t'en que je prie. ne sais pas si tu sais, mais en fait, on a été fédérateur de l'association Precious Plastic France parce que quand on a commencé, même avant, en fait, quand on a développé Trash Presso en parallèle,
En Europe, on savait pas, il y avait quelqu'un qui développait un peu la même chose. Alors nous, on était sur une unité semi-industrielle de recyclage. Là, on était plus sur des low-tech. Ça se passait à Eindhoven, aux Pays-Bas. Et c'est quelque chose qui a énormément de prix parce qu'en fait, il y avait les plans en libre accès. Vous pouviez construire vos propres machines de recyclage du plastique chez vous. Et en fait, les gens mettaient la main dedans. Et nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que beaucoup d'architectes, de designers ont commencé à développer justement des commerces autour de ça et du recyclage autour de ça. Et il n'y avait absolument pas de notion plastique. Et du coup, on s'est dit, mais il faut absolument que ces gens-là qui ont envie de s'approprier la technique, qui sont tellement impliqués qu'en fait, ils commencent à ramasser des déchets et construisent leur propre machine parce qu'ils ont envie de recycler dans leur région et accès à la connaissance plastique nécessaire pour ne pas se casser les dents quand ils font du recyclage, dans le choix des machines, dans plein de choses. Et au final, c'est ce qui se passe tous les jours aujourd'hui avec l'association Precious Plastic France. On a franchement au moins une personne par semaine qui demande à créer un nouvel atelier de recyclage low-tech en France de recyclage du plastique. Ouais, bah, c'est une très bonne explication, une très bonne remarque, effectivement, ouais. Comme quoi, les gens sont intéressés, finalement, ils sont intéressés à aller de l'avant. Et ça, en fait, ça, c'est génial, c'est top. Je pense que c'est vraiment encourageant. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Je pense que c'est très encourageant, n'est-ce pas, dès que des gens prennent cette initiative. Alors, on est presque à la fin de l'entretien, presque. Je vais passer en fait à la notion un peu de mindset et même si on en a encore, on en a parlé, hein, on en a parlé tout au long, hein. Et je voulais avoir la partie un peu, on va philosophie, on va faire un peu de l'épistémologie. Et je voulais avoir votre avis, finalement, votre avis sur le monde du recyclage en termes de qu'est-ce que vous pensez, quels sont les verrous et comment on peut apporter des solutions pour lever ces verrous. Je sais que le monde du recyclage, c'est tellement vaste, donc on va centraliser un peu sur les matériaux. Et j'enchaîne déjà sur la deuxième question, comme ça aussi, si vous voulez faire un mix des deux. Et vous, en tant que personne, voilà, vous sortez, vous n'êtes plus dans Monsieur, Madame Recyclage ou Madame, Monsieur Recyclage, et vous vous mettez extérieur à votre travail et vous dites, bah, quel est l'esprit critique que vous avez sur vos activités? Si vous enlevez votre casquette de votre entreprise et que vous êtes Monsieur, Madame Lambda, comment vous critiquerez ce domaine finalement? C'est ça aussi qui est Ah, intéressant. impossible. Critique constructive, attention, c'est pas une critique au sens on développe un argument. En fait, il y a enfin, moi, j'ai quand même l'impression que la partie recyclage est vraiment devenue, je vais dire, hype, un peu tendance. Et il y a vraiment de plus en plus de projets. Donc, il y a un côté où ça aurait dû être fait il y a 30 ans. C'est fait maintenant, mais au moins, c'est super cool de voir à quel point est-ce que ça prend de l'ampleur, à quel point est-ce qu'il y a des gens qui s'y intéressent et qui veulent prendre part, qui veulent agir, en fait. Donc, ça fait vraiment plaisir et c'est super motivant, quoi. Ce qui est délicat, c'est que tu es quand même dans des systèmes économiques, disons, verrouillés en certains points et qu'il y a quelques verrous à lever si tu veux vraiment passer à l'échelle du dessus. Exemple, si tu veux vraiment pousser le recyclage à fond, il faut imposer des pourcentages de matière recyclée dans les produits. On pourrait dire, de manière un peu grossière, comment ça se fait aujourd'hui qu'on met des produits sur le marché, il n'y a pas au moins 5% de matière recyclée dedans, obligatoire. C'est un Ou un délire, en bouton fait, de dire. ou un bouton d'autodestruction, en fait, façon de parler, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire vraiment une façon de dire, ben, on peut le recycler, celui-là. Et finalement, assurer une réutilisation, comme tu dis, un recyclage de ce même matériau pour fournir un nouvel objet qu'on va revendre, non? N'est-ce pas? Eh ben ça, c'est déjà. En fait, là, c'est un peu tricky, c'est que ça, c'est déjà quand même pas mal fait. C'est juste que les règles d'autodestruction, elles sont pas très, très claires, quoi. Et chacun interprète le truc un peu à sa sauce. Mais c'est déjà pas mal mis en place. Il y a un besoin de concevoir des produits en vue du recyclage, donc d'éco-conception pour le recyclage, qui est pas fait de manière systématique et qui pourrait être fait 10 fois mieux. Donc, tant mieux pour nous, c'est comme ça qu'on va faire du business. Mais ça aurait été cool que ce soit bien mieux fait depuis 10, 20, 30 ans. On a des règles des fois qui sont pas forcément harmonisées d'un pays à l'autre. Donc, sur du transfert frontalier de déchets, tu dis, bah voilà, si en Allemagne, ils n'ont pas les mêmes règles qu'en France, du coup, bon, comment on fait? Enfin, bon, il y a encore des trucs voilà, mais ça, c'est déjà quand même pas trop mal développé dans un certain nombre de domaines. Il y a des domaines où, en fait, on s'en moque complet. Donc, par exemple, je sais pas, l'aéronautique, on va dire, bon, les avions, durée de vie 40 ans, les gens ont qu'à trouver des solutions à 40 ans. Cool. Ok.
En même temps, c'est pas, enfin, il y a tellement de contraintes techniques, c'est vraiment pas une priorité. À l'inverse des produits de commodité à courte durée de vie, c'est déjà pas mal pris en compte. Tu vois, je dirais que tu regardes les bouteilles d'eau, il y a quand même pas mal d'efforts qui ont été faits, même si on peut remettre en cause L'utilisation même de la l'utilisation même bouteille de la d'eau. bouteille d'eau face à du réemploi, face à de l'eau potable, au robinet, etc. Bon, il y a plein de questions qui se posent. Et là où c'est intéressant maintenant, c'est que ça commence à venir dans les produits un peu intermédiaires, c'est-à-dire pas ceux qui durent 2 jours ou 6 mois, et pas ceux qui durent 40 ans, ceux entre les deux, durée de vie, 1 an, 2 ans, 3 ans. Par exemple, article de sport, bah ok, comment je fais une chaussure qui pourrait être recyclée dans 3 ans? Je veux faire un bâton de trek, est-ce que je fais un truc pas cher, bien recyclé, biodégradable? Est-ce que je fais un truc finalement qui va durer 15 ans et je m'en fous un peu du recyclage, mon but c'est qu'il dure le plus longtemps possible? Donc là, ce qui est cool, c'est de voir qu'il y a des gens qui commencent un peu à réfléchir à toutes ces questions-là. Donc c'est positif. Là où c'est moins positif, c'est quoi? Ça aurait dû être fait il y a 40 ans. Mais ça, c'est comme ça. En fait, les gros leviers, c'est vraiment. Je sais que tu as demandé de ramener ça à la question des matériaux. Et nous, on est obligé de sortir de la question des matériaux parce que les questions techniques matériaux, la réalité, c'est qu'on peut faire franchement ce qu'on veut. Avec les connaissances qu'on a en chimie aujourd'hui, on est Je suis libre à d'accord avec l'infini. toi. Je suis d'accord avec toi et Mais je rebondis là-dessus. Je te coupe un instant parce que je vais appuyer ce que tu viens de dire. Beaucoup de fois, moi, ça m'est arrivé dans des trajets où je fais du covoiturage, des choses comme ça. On m'a toujours posé la question, mais parce que quand je présente mon profil, on m'a toujours dit, mais vous n'êtes pas capable d'inventer un matériau qu'on peut, machin, tout ça. Et chaque fois, je leur dis, mais c'est quoi votre besoin? Et là, quand je retourne la question, il reste un peu bloqué. Comme si en fait, c'est la science qui est la réponse. Non, c'est ton besoin qui est la réponse. Parce que je rebondis ce que tu dis, Enzo, et je suis totalement d'accord avec toi. Au niveau matériau, on peut faire ce qu'on veut. Si tu veux un truc qui dure 20 ans, on va le faire, un truc qui dure 20 ans. Quelque chose qui dure une semaine, on peut le faire. Mais c'est quoi ton besoin ça? La société, elle demande quoi? C'est quoi ton besoin? Tu as besoin de quelque chose que tu utilises, tu jettes? Tu as besoin de quelque chose que tu gardes 10 ans, que tu vas donner à tes enfants? C'est une vraie question, c'est une question de société en vrai. Et je voilà, rebondis là-dessus. C'est... voilà. Donc, de garder à l'esprit que c'est pas tellement une question de matériaux, c'est plutôt une question de rapport socio-économique et de dire aujourd'hui, bâtir un modèle d'affaires sur de la production à grande échelle de biens de consommation, on sait bien le faire, c'est facile, on y arrive bien. On a une maîtrise des coûts dessus, et donc c'est ce qu'on fait par défaut en fait. Et on sait comment faire du fric avec, ça marche bien. Et là, ça bloque. Ça bloque parce qu'en fait, on a besoin de passer sur d'autres visions du truc qui sont des façons de faire du business qui sont plus dures, qui sont moins rentables, qui sont plus compliquées à mettre en place. Voilà, tu crées l'identifice solide, par exemple. Euh, Ça dure 1 an. Et bah, au lieu d'avoir vendu 12 dentifrices qui ont duré 1 mois, tu n'en as vendu qu'un seul qui a duré 1 an. Donc ça veut dire qu'il faut que tu le vendes 10 fois plus cher. Donc après, ça, il faut que tu le marketes pour que les gens se disent, ah, pourquoi il est 10 fois plus cher? Je ne vais pas l'acheter. C'est que des contraintes comme ça qui sont super, qui sont pas impossibles à lever, mais qui font qu'à la fin, en fait, quand tu es dans une entreprise, tu es peu enclin à les pousser parce que tu n'es pas bien récompensé pour ça. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut absolument des contraintes légales qui t'aident. De dire, bah voilà, je veux pousser le recyclage, il faut que j'impose des pourcentages de recyclés dans les produits. Sinon, qui va racheter ma matière? Je monte une grosse usine de recyclage, ça coûte un peu cher, personne rachète. Voilà. Je pense que nous, on voit vraiment ça comme une approche systémique et il y a un réel besoin de changer la manière dont on fait du business et du commerce. Et on le voit vraiment avec tous les étudiants avec lesquels on a en cours. Quand on fait des projets, c'est hyper rigolo parce que, mais nous-mêmes, quand on a commencé le projet, en fait, la manière dont on se vendait au niveau de nos clients, on parlait écologie. Et en fait, maintenant, on a complètement arrêté. Maintenant, on parle argent. On va te faire des économies, tu vas gagner tant. Et en fait, il n'y a que ça qui parle. Parce qu'on s'apercevait qu'avant, quand on parlait écologie, les projets ne passaient pas. C'est un peu triste, mais c'est la dure réalité du terrain. Et on est un peu bloqué dans ce truc où bah, si je veux changer le système, bah, je vais jouer avec le système tel qu'il est. Et du coup, ouais, dernièrement, on avait encadré une classe à AgroSup Dijon sur un espèce de workshop hackathon où ils devaient mettre en place le réemploi dans leur entreprise. Et c'est hyper rigolo parce que la manière dont ils m'ont pitché tout de suite, c'était écologie, on fait tant d'économies de CO2, réchauffement climatique, tout ça. Ouais. Et Enzo était hyper catégorique là-dessus. Je m'en fous. Genre, je vais économiser combien? Ça va me coûter combien? À la fin du mois, il va me rester combien dans mon porte-monnaie? Et nous, c'est ce qu'on voit aussi avec toutes les directions, avec les gens qu'on travaille. Alors bien sûr, quand c'est des gens convaincus, on n'a pas besoin en fait déjà de parler écologie. Et
Et en plus de ça, quand on parle gros sous, au final, c'est ça qui fait avancer les projets. Ouais, je comprends. Je comprends. Finalement, ça revient, finalement, ouais, c'est ça, c'est toujours pareil. Ça revient à l'argent. Ça sert à rien d'épiloguer plus, quoi. Ça revient à l'argent, quoi. C'est toujours comme ça. Eh bien, c'est bien dommage. C'est bien dommage qu'on revienne à ça et que finalement, que ça soit pas la science ou finalement le. Non, non, c'est pas la science, mais vraiment un besoin, un vrai besoin. Un vrai besoin d'être en harmonie et en synergie avec le monde qui nous entoure. C'est ça, en fait. Et qu'il faut penser les choses, il faut juste penser différemment. C'est un peu la même chose, tu sais, quand on te parle de décroissance. Tu es en train de te dire, ouais, il faut faire de la décroissance et tout. Moi, j'y crois pas, moi, j'y crois pas. C'est du bullshit pour moi, la décroissance, en fait. Parce que je pense que l'homme, il sera pas. Faut pas se bullshiter soi-même. Je pense que l'homme, il va pas faire de la décroissance. On va toujours rester en croissance. Par contre, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, prenant un exemple concret qui est le dentifrice solide. Eh bien, il faut juste penser notre consommation différemment. Penser plus juste, penser plus équitable, penser plus être en synergie avec ce qu'on crée, éviter moins de déchets. Parce que le déchet, la petite phrase qu'on dit, le meilleur déchet qu'on a, c'est celui qu'on ne génère pas. Donc, ainsi de suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, de toute façon, l'exemple le plus concret, c'est toujours les ampoules. De dire, en termes Oui, de sciences oui, et matériaux, on serait capable de faire des ampoules qui durent 1 million d'heures. Et ce qu'on veut, c'est juste produire la grosse quantité des ampoules. Donc, on fait en sorte qu'elles cassent rapidement. oui, Donc, on intègre l'obsolescence programmée dans le produit pour maîtriser les coûts et surtout avoir une rentabilité qui est assez élevée. Et donc, c'est de dire, bah, OK, comment est-ce qu'on change un tout petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, les mentalités qui font les fondations du commerce pour essayer de dire, bah, je vais essayer de monter une entreprise un tout petit peu moins rentable. Qui sera rentable, c'est juste, ce ne sera pas dans les trucs délirants, quoi. Mm. Et il faut quand même qu'elle le soit un peu, parce que à la moindre difficulté économique, si tu n'es pas capable de mettre un peu d'argent de côté, tu craches et tu fermes. oui, tout à Donc fait. tu perds le but de l'entreprise de structurer une activité économique, d'avoir des gens qui travaillent, qui font quelque Ouais, chose pour les autres. C'est ça, de l'emploi dans les régions. Sans tomber dans l'excès inverse dans lequel on est aujourd'hui, de dire on veut juste tirer de la valeur comme ça sans rien faire, faire des millions facilement et sur des c'est trucs qui n'ont ça. plus aucun sens. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Bah écoutez, c'est super ça. C'est super de ce qu'on a discuté. De toute façon, je pense qu'on en pourrait en discuter des heures et des heures. Et ça se voit, hein, clairement, il y a tellement de choses à dire et tellement de cas. Et surtout, vous, tellement de cas d'usage que vous avez dû affronter finalement et traiter. Et ça se voit, ça se voit. Alors, je vous invite, on va passer à la fin. Là, c'est la fin de l'entretien. On va y arriver. Et là, on rentre dans les questions un peu plus partage et personnel. Et finalement, avec tout ce que vous m'avez développé, hein, Lise et Enzo, si vous aurez des conseils finalement à donner aux générations futures, des gens qui veulent faire des choses comme vous, ou ils ont juste simplement envie de consommer mieux finalement, parce que moi, comme je dis, je crois pas à la décroissance, hein. Je pense juste à consommer mieux et plus intelligemment, et plus en synergie avec l'environnement qui m'entoure. Quels sont vos conseils pour faire de la recherche, des choses comme ça? Lise, je t'en Ouais, prie. moi, Lise, tu as été désignée, je t'en prie. ouais. C'est chaud là. Moi, les questions comme ça. Euh, Si, tu peux dire quand même, je pense qu'on est dans une société où il y a quand même pas mal de confort et un minimum de sécurité qui fait que il faudrait vraiment pas avoir peur d'essayer un peu d'entreprendre et de dire bah, je vais monter mon projet, je sais pas trop ce que je veux faire, ça peut prendre 2 3 ans, c'est pas grave, tu vois, faut prendre le temps. Euh, il faut vraiment lutter contre la pression sociale, je pense. Ouais, Tu ouais, vois, t'as raison. d'avoir parce qu'il y a de génération en Ouais, tout à génération, fait. on vit dans un contexte qui change en permanence. Et on peut vite se retrouver dans des familles qui ont tout fait pour avoir un job très stable, une situation économique, disons, simple, euh, qui peuvent freiner en fait à reprendre un peu de risque. Et on n'est plus tout à fait dans la même société, j'ai l'impression en tout cas. Et du coup, faut pas hésiter quand même à reprendre un peu de risque, essayer de faire son petit projet, pas trop craquer sous la pression. Si les gens disent pourquoi tu fais ça, c'est de la merde. Tu as un diplôme d'ingénieur, retourne travailler là-bas, tu pouvais gagner je sais pas combien de milliers d'euros par mois, tu es complètement débile. Je suis d'accord, je suis Ça, d'accord tout à fait. c'est le plus dur pour vraiment essayer de faire un projet qui te botte et qui te tient à cœur et qui va derrière générer beaucoup plus de valeur que ce que tu as pu faire au final. Et vraiment, nous, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'en fait, en vivant en harmonie avec soi-même, alors c'est une phrase un peu bateau, mais c'est exactement ça, c'est on fait ce qui nous plaît, et ben en fait, on consomme beaucoup moins.
parce qu'on a moins ce besoin, en fait. C'est vrai que quand on vivait à Paris, maintenant qu'on a déménagé en fait en campagne, ça a été très mal vu, tiens, typiquement par ma famille, parce que en fait, justement, eux, ils ont migré des campagnes vers la ville. Et du coup, quand je retourne à la campagne, pour eux, c'est un retour en arrière, ils ne comprennent pas. Alors déjà qu'en plus, et j'adore hein, j'adore mes parents, je leur remercie parce que c'est eux qui m'ont payé mes études, ils m'ont aidé, et ça c'est vrai que j'ai eu un pied à l'étrier grâce à eux, ça je ne peux pas le nier. Mais bah, c'est vrai qu'il y a eu une énorme gifle, en fait, en quelque sorte. J'ai eu l'impression de donner une énorme gifle à mes parents quand, déjà, dans un premier temps, je leur ai dit je pars et je vais travailler à Taïwan pour une entreprise taïwanaise pour 500 balles par mois, quoi. Alors là, alors que j'avais un bon poste en VIE, j'étais bien payée. Là, ça a été déjà dur. Et une fois qu'on avait ce bon poste, on finit par passer à National Geographic avec Jackie Chan. Mes parents, ils sont à nouveau rassurés, ça va mieux. On leur dit, ah, les gars, on arrête tout. On arrête tout, on repart, on retourne. Ah ouais, mais t'es sûr? Mais attends, mais t'es bien payé, comment ça se fait? Et en fait, il y a une pression sociale qui se fait en permanence. Et on avait ce besoin du coup de surconsommer parce qu'en fait on n'était pas spécialement heureux, on vivait dans les grandes villes, parce que c'est pas ce qui nous convient. Il y a des personnes à qui ça convient très bien. Je prends l'exemple de mon frère, il est hyper heureux comme ça lui plaît. Mais du coup en fait nous on avait besoin de se compenser et c'est ce qui se passe souvent dans la consommation, c'est qu'en fait tu compenses une frustration personnelle que tu ne retrouves pas, que ce soit aussi bien dans ta vie perso, dans ton travail, dans tes passions. C'est qu'en fait, quand tu vas consommer énormément comme ça, c'est parce que tu vas vraiment compenser un manque, un besoin. Et nous, depuis qu'on a trouvé ce qui nous botte, bon alors après ça aide parce qu'on travaille énormément et que du coup bah, tout est un peu lié au travail, mais on s'aperçoit qu'on consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Voilà, je pense que j'ai mélangé deux idées en même temps. Je suis partie en même. Non, c'est valable. La réponse est valide. La réponse est valide. Il n'y a pas de souci. Non, je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais ça rejoint, pour moi, ça rejoint ce que j'ai énoncé. C'est une façon de consommer mieux et en harmonie avec soi-même, en synergie avec notre environnement. Et je pense que c'est ça. Si on arrive à consommer mieux, on consommera moins. Voilà. Ça, je pense que c'est indéniable. Voilà, je pense que c'est indéniable. On va passer à la petite question. Alors, comme vous n'êtes pas spoilé, alors du coup, ça va être cool parce que je vais vous la poser. Dans Gros Bien Matériaux, on a un petit, on va dire un petit, comment on appelle ça? J'ai plus le mot en tête. Une petite habitude, on va dire une petite habitude, je l'ai plus en tête. Une petite habitude. On pose cette petite question à nos invités en rapport avec les matériaux. On leur demande, et je vais vous la poser. Lise, Enzo, si vous étiez tous les deux un matériau, lequel serez-vous et comment vous vous définirez? Ah ouais, Moi, je suis de l'or, je brille. ah ouais, Allez! d'accord. Hmm, hmm. Vous avez 4 heures. Ah ouais, non, Lise, elle a dit que c'était de l'or, c'est bon, mais bon, du coup, c'est un peu Moi, là. je brille, j'ai de la valeur, je suis de l'or, tu vois. Ouais, mais en termes de valeur au kilo, t'aurais pu faire mieux quand même. On parle pas de densité ici, s'il vous plaît, monsieur. Hmm. Moi, je pense que j'aimerais bien être un truc genre palladium, un truc comme ça, tu vois. Quoi? Et pourquoi? Je sais pas. Palladium, ça sonne bien. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, Sinon, un caoutchouc super mou, genre de la guimauve, un peu sucré. d'accord. Pourquoi pas? Écoutez, ben, je prends, hein. Si vous vous définissez comme de l'or et de la guimauve, ça va bien ensemble, hein. Comme quoi, c'est la définition d'une main de fer dans un gant de velours, hein. Finalement, on n'est pas loin. On n'est pas loin, on n'est pas. Ah, en plus, c'est bien au niveau des personnalités, c'est pas mal. On est pas mal. La synergie entre vous, c'est ça. Mais écoutez, en tout cas, voilà, on arrive à la fin du podcast. C'est incroyable de vous avoir. Moi, je suis extrêmement content de vous rencontrer et de vous connaître, d'avoir appris à vous connaître pendant cet entretien. C'est incroyable, quoi. Enfin, pour moi, c'est incroyable. J'ai l'habitude de dire que tous les gens que j'invite, je les choisis vraiment parce qu'ils m'intéressent, leur profil m'intéresse. Si en plus, quand j'apprends à vous connaître, bah, ça me donne envie d'aller plus loin encore et de faire d'autres épisodes, de cibler peut-être d'autres thématiques et voilà, et encore plus, hein, c'est incroyable. Lise, Enzo, si on a envie de travailler avec vous, on a envie de travailler avec vous, on a envie de vous suivre, quel est le réseau social ou la manière la plus simple de vous contacter? 07 80 97 48 48.
Le plus simple, notre site internet. Et après, comme on partage énormément d'informations sur les réseaux, donc en fonction du réseau, votre réseau préféré, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, on n'a pas encore TikTok. Ça ne saurait tarder. Non, on l'a pas. Twitter. Twitter, c'est vrai qu'il y a Twitter aussi. Twitter, ouais. Euh, Moi, j'aime bien Twitter, mais c'est vrai que ouais, nous, j'aime on bien, est je trouve ça sympa. moins fan. Mais Ouais, justement, pour le travail et pour toutes nos questions, au final, là où on s'y retrouve le plus, c'est vraiment LinkedIn. ouais, non, mais c'est vrai que Pour le LinkedIn, moment, ça se trouve, ça changera. LinkedIn, c'est vrai que d'un côté professionnel, ça marche bien. Twitter, ce que j'aime bien, c'est ce côté, en fait, on peut donner un peu des choses pro, mais tout en étant la cool, quoi. Tu vois. Que LinkedIn, tout de suite, il y a des gens qui se prennent un peu. Ouais, il faut que j'écrive 50 plages. Bon, ChatGPT, arrête. Arrête. Donc, voilà, quoi. Ouais. Ok. Et sur Twitter, je trouve on a du mal, en fait, on s'est découpé en morceaux et en plus, c'est très hargneux comme leur plateforme. Ouais, Moi, ouais. j'ai vraiment du mal avec ça. Les gens, ils Tu as le sont. choix entre une plateforme un peu hargneuse et une plateforme très autopromotion, donc tu choisis. Moi, j'ai un peu plus avec le côté hargneux de Twitter, j'ai un peu du mal, mais c'est vrai qu'il y a Ouais. quand même pas mal à faire sur Twitter. Et après, c'est les questions Nous, on écrit souvent. Alors, c'est pas ChatGPT, mais on écrit souvent des textes. Non. Des fois, c'est ChatGPT. Non. Non, mais Euh, c'est pas un mal, hein. ChatGPT, c'est pas un mal, hein. Il peut nous assister non, non, mais dans des trucs, hein. comme on donne des explications techniques avec des précisions, le faire de manière courte, c'est pas évident. Et en fait, sur Twitter, du coup, c'est découpé en plein de tweets et tout. Mhm. Alors, peut-être parce qu'on l'utilise pas aussi de manière personnelle, mais avant, on n'utilisait pas LinkedIn. Enzo, il a même pas Instagram. Donc, je pense que c'est pas forcément question de ça. C'est plus dans le tout. Pour le moment, on est moins sur Twitter. Bon, Enfin, peu importe le Mais réseau, ouais. Peu voilà. importe le réseau, Voilà. le site ok. internet, ça marche aussi Site très bien. internet, En LinkedIn, général, on voilà. tape Voilà. Monsieur, Madame Recyclage sur Google, on tombe sur nous. Il n'y a pas Bon, d'erreur. super, il n'y a pas de souci. Bah, un autre moteur de recherche. Oui, c'est un autre moteur de Oui, et recherche. ouais, on va pas faire de promotion, il y en a d'autres, hein. Bon, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de faire ce podcast avec moi. Je vais passer dans la phase un peu promotion. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux d'Alexandre Créative et de Dromia Matériaux. Si la vidéo vous a plu et le podcast vous a plu, donc sur Spotify, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Ça nous aide. Ça nous aide. Vous abonner, mettre 5 étoiles, ça nous aide pour remonter. Et en fait, c'est la façon que vous avez pour nous remercier la meilleure. Sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne Alexandre Créative Dromia Matériaux, parce que pour l'instant, on est fusionné, on a fusionné les deux, à aimer la vidéo, la partager, la commenter, ce que vous souhaitez. Vous avez la possibilité de nous aider également sur le site de Dromien Matériaux. On a un canal de soutien et nous avons également un Discord. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens, je ne vais pas vous mentir, à l'heure actuelle, où je vous en parle. L'objectif, c'est de monter une communauté pour pouvoir échanger, proposer, si vous voulez, des nouveaux épisodes et également poser vos questions. Si vous voulez poser vos questions à travers du Discord ou en commentaire à Lise ou Enzo, ou à moi-même, bah, ce sera un plaisir de vous répondre. Je pense on est tous d'accord là-dessus. Je vous remercie. Ça a été un plaisir. Un plaisir, un plaisir, un plaisir. Franchement, merci. Merci Merci à beaucoup. toi de nous avoir De... accordé du temps. Ben, merci à vous également, parce que le temps, c'est notre plus grande ressource. Et c'est celle qui est non régénérable, n'est-ce pas? Donc, quand on l'accorde, ben, c'est vraiment pour moi une grande marque de respect et moi, je vous en remercie en tout cas. C'était super intéressant de pouvoir échanger avec vous. Et je vais vous donner le mot de la fin. Donc, le mot de la fin pour C'est nous vous. le mot de la fin. Ah oui, Moi, c'est vous le j'attendais que mot tu de la me le fin. donnes. Hein. Mais moi, j'attendais que tu me le donnes. T'as dit que tu le donnais. Moi, Après, je me j'attends. suis dit, c'est Ah le non, mec. non, j'ai dit, je vais vous Il donner dit, le je vais mot vous de la donner le mot de fin. la fin. Ne le dis pas. Ah. Je vais vous donner le mot de la fin. Donc, non, non, mais je me suis trompé. Ah non, moi je veux votre mot de la fin. Ah ouais, voilà. Oui, voilà, ouais, c'est l'expression. Je vais vous donner le mot de la fin, donc à toi de faire la fin. À toi ou à moi? Non, Non, mais arrête. J'adore, Euh, je suis trop fan. Ok. euh, Abonnez-vous. Ouais, voilà, abonnez-vous. Bah, Abonnez-vous merci sur les beaucoup, hein. réseaux. Recyclez bien. Non, prenez... prenez le temps de la réflexion, je pense, et ne jamais se reposer sur ses acquis et saisissez les opportunités. Enzo? Et si vous êtes dans la recherche de matériaux et que vous développez des trucs cool, montez une boîte. D'accord. Bah, écoutez les amis, en tout cas merci beaucoup, hein. Merci beaucoup Lise et Enzo. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve sur ces belles paroles pour un nouvel épisode de Dromia Matériaux, votre podcast science, matériaux et développement personnel. Allez, on se voit très vite. Salut les amis.